Il y a une idée qui me fascine et qui en même temps me met profondément mal à l'aise. C'est l'idée qu'en quelques décennies à peine, l'humanité a cessé de vouloir survivre pour commencer à vouloir devenir Dieu. Pas au sens religieux, non, au sens technique. Vaincre la mort, optimiser le bonheur, augmenter l'intelligence. Et si tout ça n'était pas de la science-fiction, mais c'était déjà en train de se produire. Dans cet épisode un peu particulier du podcast, j'ai voulu expérimenter quelque chose. J'ai demandé à 2 intelligences artificielles de dialoguer entre elles autour d'un livre que je considère comme majeur. Je parlais d'Homo Deus de Yuval Noah Harari. Une IA tente d'expliquer, l'autre est là pour contester. Et je dois dire que ce qui ressort m'a fait quand même vachement réfléchir. Parce que derrière les grandes promesses d'immortalité, d'intelligence augmentée, de bonheur peut-être calculé, se cache une question finalement beaucoup plus dérangeante. Et si, à force de tout optimiser, on finissait par devenir totalement inutile? Je vous propose d'écouter cette conversation. L'épisode commence maintenant. Connected Mate. En l'espace de quelques décennies à peine, à l'échelle de l'histoire humaine, on est passé d'un mode de pure survie à ce qu'on pourrait presque appeler un projet divin. Et c'est exactement cette idée vertigineuse qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va décortiquer cette vision en s'appuyant sur l'ouvrage Homo Deus, le best-seller de Yuval Noah Harari. Tout à fait. Et l'idée, c'est pas juste de faire un résumé bien sage. Ah non, pas du tout. On a devant nous une thèse fascinante, certes, mais qui comporte aussi pas mal d'angles morts. Des sauts logiques qui méritent qu'on les bouscule un peu. Ouais. Du coup, mon rôle aujourd'hui, ça va être de jouer un peu la critique de service. Je vais gratter là où ça fait mal et interroger ces prédictions qui, honnêtement, me semblent parfois un peu trop parfaites ou déterministes. Et c'est essentiel de le faire. C'est une œuvre qui brosse un portrait macro-historique extrêmement vaste, quoi. Le but, c'est de montrer le pourquoi et le comment derrière ces affirmations. Parce que même quand elles dérangent, ces thèses capturent une dynamique très profonde de notre époque. Bon, alors, pour comprendre où l'auteur veut en venir, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur. Pendant des millénaires, l'agenda de l'humanité était dicté par 3 fléaux absolus. Les fameuses 3 forces indomptables. C'est ça, la famine, les épidémies et la guerre. Les sources nous ramènent d'ailleurs à des scènes historiques, d'une horreur absolue. Ouais, je pense notamment à ce passage sur le mois d'avril 1694. Ah oui, c'est glaçant. Les récoltes sont complètement ruinées par des conditions climatiques désastreuses. Exactement. Et les gens errent dans les rues, ils n'ont plus d'argent pour acheter du grain. Les archives décrivent une population qui en est réduite à manger des racines, des orties. Voire de la chair de chevaux écorchés jetée à la voirie, quoi. C'est horrible, hein. Mais c'était ça la norme de l'histoire humaine. Et la thèse d'Harari, c'est que ces fléaux ne sont plus des fatalités naturelles. Ce sont devenus des simples défis techniques. Je veux dire, aujourd'hui, l'obésité tue 3 fois plus que la malnutrition. C'est le paradoxe de notre époque. Totalement. Et parce qu'on a maîtrisé cette base, le nouvel ordre du jour humain serait de viser l'immortalité, le bonheur biochimique et ultimement de s'élever au rang de Dieu. D'où le titre Homo Deus. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est pas seulement l'évolution des statistiques, tu vois. C'est le changement radical de posture psychologique de l'humanité. Comment ça ? Face à la peste noire au XIVe siècle, ou face aux grandes famines comme celle de Beauvais, comment réagissaient nos ancêtres ? Ils priaient, j'imagine. Voilà. Ils levaient les yeux au ciel, ils faisaient pénitence. Le malheur était perçu comme une fatalité inévitable ou le courroux divin. Mais aujourd'hui, le mécanisme mental est totalement inversé. C'est vrai que face à une épidémie moderne, comme Ebola ou le Covid, on lève plus les bras au ciel en disant que c'est la volonté divine. Exactement. On monte une commission d'enquête internationale, on traque le patient zéro, on cherche le dysfonctionnement politique ou la faille institutionnelle. Le malheur n'est plus un destin, c'est genre un bug technique à corriger. Ouais, je vois l'idée. Mais Attends. un... Là, il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. Cette idée que le malheur est devenu un bug, cette idée, elle change, à mon avis, complètement notre rapport au monde, à la société, à ceux qui nous entourent. Avant, on priait. Aujourd'hui, on ouvre un ticket. Et dit comme ça paraît presque anodin, mais en réalité, ça veut dire qu'on a déplacé la responsabilité du ciel, de Dieu, de ce qui était au-dessus de nous. La responsabilité est déplacée vers nous-mêmes. Peut-être que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est prêt à assumer ça jusqu'au bout ? Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça jusqu'au bout ? Retour sur votre épisode. Connected Mate. Cette vision d'une victoire éclatante sur la faim et la guerre me semble, pour être tout à fait franche, terriblement arrogante et surtout très occidentalocentrée. Un t'y trouve. Bah oui,
C'est un angle mort gigantesque dans son récit, je trouve. On parle de victoire technologique alors que des milliards de personnes vivent encore dans une pauvreté écrasante. Des conflits effroyables continuent de ravager de vastes régions du Moyen-Orient, par exemple. C'est une objection tout à fait naturelle quand on regarde l'actualité, c'est vrai. Mais du coup, déclarer que la guerre et la famine sont vaincus, ça donne l'impression de célébrer l'étanchéité d'un navire alors que la moitié des passagers est encore en train d'écoper l'eau dans la cale. C'est comme repeindre la façade d'une maison dont les fondations s'effritent, tu vois. Est-ce qu'on n'occulte pas une réalité brutale juste pour faire tenir debout ce grand récit de triomphe ? Je comprends tout à fait ton point de vue, mais si on regarde la mécanique de l'argument de l'auteur, il ne nie absolument pas ses souffrances actuelles. Ah bon ? Parce que ça en a un peu l'air quand même. Pas vraiment. Ce qu'il met en lumière, c'est une nuance fondamentale sur la cause de ces tragédies. Les famines et les guerres actuelles ont changé de nature intrinsèque. Elles sont devenues purement politiques et non plus naturelles. C'est-à-dire ? Je veux dire, la faim reste la faim maintenant. Un ventre vide, c'est un ventre vide. La souffrance reste la même, oui, bien sûr. Mais le mécanisme qui la provoque a changé. Avant, s'il ne pleuvait pas, une région entière mourait de faim et personne sur Terre n'avait la capacité logistique de la sauver. Ouais, d'accord. Mais aujourd'hui, le réseau logistique mondial, la production agricole globale et les transports sont tels qu'il est techniquement impossible qu'une famine naturelle décime un pays. S'il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui, en Syrie ou ailleurs, c'est parce qu'un dirigeant ou un blocus militaire empêche volontairement les camions d'aide de passer. D'accord. Donc le filet de sécurité technique existe bel et bien, mais ce sont des humains qui décident, pour des raisons de pouvoir, de le couper. Exactement. Il n'y a plus de famine naturelle, il n'y a que des famines politiques. Et c'est la même chose pour la guerre. C'est plus une loi inéluctable de la nature pour l'accès aux ressources, c'est devenu un choix idéologique. Je vois. C'est un passage de la fatalité divine à la responsabilité humaine en somme. C'est ça. Et comprendre ce glissement, c'est la clé pour saisir la psychologie du XXIe siècle. Et c'est justement parce que cette survie de base est techniquement résolue que le capitalisme et la science cherchent de nouveaux marchés. C'est là que l'immortalité et la quête du bonheur absolu deviennent les nouveaux chantiers. Ce qui nous amène à la question de savoir ce qui va guider cette nouvelle quête. Et c'est là qu'on entre dans le cœur idéologique du livre, à savoir la religion humaniste. Ouais, un concept central. Selon cette lecture historique, la révolution humaniste a consisté à remplacer l'autorité divine par l'autorité de l'humain. C'est fascinant parce que ça s'applique à tout. Le sens de l'univers ne descend plus du ciel, il remonte de nos propres sentiments intérieurs. C'est le fameux « l'électeur, c'est ce qui est bon pour lui » en politique. Exactement. En économie, c'est le client a toujours raison. Et même dans l'art, l'exemple de l'urinoir de Marcel Duchamp est parfait pour illustrer ça. L'art moderne par excellence, ouais. Voilà. L'art classique disait qu'une œuvre devait obéir à des proportions divines. Mais l'art moderne nous dit que si on regarde un urinoir et qu'on ressent que c'est de l'art, alors c'en est. La beauté n'est plus dans l'objet, elle est uniquement dans l'œil de celui qui regarde. C'est véritablement le système d'exploitation de notre société moderne, en fait. Face à un dilemme complexe, notre réflexe n'est plus de consulter un prêtre ou un texte sacré. On nous apprend depuis l'enfance à écouter notre cœur, à être fidèle à nous-mêmes. Ouais, c'est devenu notre boussole morale. Totalement. Si une action ne blesse personne et qu'elle nous fait nous sentir bien, l'humanisme considère que c'est une bonne action. Ce système a été incroyablement efficace pour pacifier nos sociétés et nourrir la croissance économique. Et c'est là que la démonstration devient redoutable. Parce que l'auteur explique que ce bel édifice humaniste est en train de se faire percuter de plein fouet par la science moderne. C'est le grand retournement du livre, ouais. La biologie et les neurosciences sont, selon lui, en train de détruire purement et simplement le mythe de l'individu. Elles affirment que l'âme n'existe pas, que le libre arbitre est une douce illusion et que nos pensées et nos choix ne sont rien d'autre que des algorithmes biochimiques. Voilà. Mais honnêtement, pour que cette idée ne ressemble pas juste à de la provocation gratuite, comment ça marche exactement ? Un être humain vu comme un simple algorithme. Il faut comprendre comment l'évolution a façonné notre biologie. Un algorithme, à la base, c'est juste une suite d'instructions pour résoudre un problème. Genre, si A se produit, alors faire B. D'accord. L'auteur explique que ce qu'on appelle romantiquement une intuition ou un instinct n'est rien d'autre qu'un calcul de probabilité ultra rapide façonné par l'évolution. Prenons un ancêtre dans la savane, qui entend un bruissement dans les hautes herbes.
Situation classique de survie. Voilà. Il ne fait pas un choix philosophique conscient pour savoir s'il doit fuir. Son cerveau agit comme un super ordinateur. Il croise instantanément les données visuelles, la mémoire d'une attaque passée, et hop, il déclenche une sécrétion massive d'adrénaline et de cortisol. Donc si je te suis, la peur n'est pas un sentiment abstrait ou spirituel, c'est littéralement une ligne de code exécutée par le corps. Exactement. Les hormones sont les lignes de code de notre système d'exploitation biologique. Quand on choisit un partenaire amoureux ou qu'on décide de fuir un danger, on a l'impression d'exercer notre libre arbitre. Mais selon cette vision biologique, notre cerveau ne fait qu'exécuter un algorithme de survie. D'accord, je comprends bien la mécanique, mais là, il y a quand même un saut logique qui me pose un énorme problème. Ah. Lequel ? C'est une faille scientifique gigantesque. L'auteur lui-même admet dans son livre que la science moderne bute sur ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. C'est vrai, il le mentionne. On sait très bien mesurer une décharge d'adrénaline ou cartographier comment l'œil capte la lumière. Mais la science n'a absolument aucune idée de la façon dont ces signaux électriques dans nos neurones créent d'un coup l'expérience intime et subjective de ressentir la peur ou de voir le rouge d'un coucher de soleil. Le mystère de l'expérience subjective, ouais. Voilà. Alors comment peut-on affirmer de façon aussi péremptoire que l'humain n'est qu'un algorithme biochimique totalement déchiffrable alors qu'on avoue ignorer la nature même de la conscience ? C'est super contradictoire. D'un point de vue de la recherche fondamentale en neurosciences, c'est une excellente remarque. C'est la fameuse boîte noire de la conscience et elle reste entière. Mais en fait, l'auteur déplace le problème. C'est-à-dire ? Son argument est d'un pragmatisme assez froid. Il dit que, qu'on comprenne la nature intime de la conscience ou non, ça n'a aucune importance pour le marché, pour les géants de la technologie ou pour les gouvernements. Comment ça, aucune importance ? Si on ne comprend pas la conscience, on ne peut pas prétendre avoir craqué l'être humain, si ? On n'a pas besoin de comprendre la conscience pour en prédire les effets et manipuler les comportements. C'est là toute la subtilité du truc. Je vois pas trop. Pour utiliser une analogie, c'est comme si notre cerveau était un distributeur automatique de boissons hyper complexe, tu vois. Un distributeur, d'accord, je t'écoute. Jusqu'à présent, nous seuls, de l'intérieur, savions quelle pièce insérer pour déclencher un sentiment de joie, d'indignation ou d'achat. La conscience, c'est la mécanique invisible à l'intérieur. Ouais. Mais aujourd'hui, les algorithmes externes n'ont pas besoin de comprendre cette mécanique interne. Ils ont simplement trouvé le plan de câblage extérieur de la machine. Ouais. En analysant nos données, ils savent exactement sur quel bouton appuyer à distance pour faire tomber la canette, quoi. Ah, je vois. L'idée, c'est que la croyance humaniste en notre fameuse voix intérieure authentique devient en fait notre plus grande faiblesse. C'est exactement le cœur du danger. Si on s'accroche au mythe du libre arbitre, on refuse d'admettre que nos désirs sont manipulables. C'est terrifiant. Ouais. Si un algorithme externe est capable d'analyser tes micro-expressions faciales, de mesurer les infimes variations de ton rythme cardiaque via une montre connectée et de croiser tout ça avec ton historique, il finira par identifier le schéma précis qui déclenche l'indignation ou l'envie d'acheter. Et il le fera bien avant que ma propre conscience subjective ne s'en rende compte. Exactement. Et c'est en ce sens que l'humain devient un système piratable. Mais si l'on admet que nos émotions sont lisibles et prévisibles de l'extérieur, cela pose un problème vertigineux pour la suite. À partir du moment où une machine me comprend mieux que moi-même, pourquoi je continuerai à prendre mes propres décisions ? Et c'est ce qui nous plonge dans la partie la plus sombre de l'analyse, ce fameux grand découplage. Ouais, c'est effectivement la dynamique qui menace de renverser l'ordre établi. Pendant toute l'histoire, l'intelligence, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes complexes, était indissociable de la conscience. La capacité à ressentir, donc. C'est ça. Seul un être conscient pouvait analyser des symptômes pour diagnostiquer une maladie ou conduire une voiture dans le trafic. Ce que démontre l'auteur, c'est qu'aujourd'hui, on assiste au découplage de ces deux facultés. L'intelligence se sépare de la conscience. Des algorithmes totalement non conscients deviennent plus intelligents que nous. Ils ressentent ni peur, ni empathie, ni fatigue, mais ils résolvent les problèmes beaucoup mieux que nous. L'exemple le plus trivial qu'il aborde, c'est l'application Waze. Oui, Waze, c'est le parfait exemple. On cède volontiers notre pouvoir de décision à cette application parce qu'on sait très bien qu'elle traite des millions de données en temps réel, des trucs que notre cerveau est incapable d'assimiler. Et cette cession d'autorité, elle s'étend à des domaines beaucoup plus graves. L'intelligence artificielle prouve déjà qu'elle peut détecter des cancers sur des radios avec bien plus de précision qu'un panel de médecins humains. Et les implications macroéconomiques de ce découplage, franchement, elles sont d'une brutalité inouïe. C'est la fin de la valeur de l'humain sur le marché du travail. C'est ça. Si la conscience n'est plus nécessaire pour accomplir la vaste majorité des tâches, le spectre soulevé par l'ouvrage, c'est pas tant celui d'un chômage de masse temporaire, c'est carrément la création d'une classe inutile.
Une majorité de la population qui ne serait pas seulement sans emploi, mais fondamentalement inemployable. Parce que la vitesse à laquelle les algorithmes apprennent dépassera toujours notre capacité à nous reformer. Et en parallèle, le pouvoir économique et politique se concentrerait entre les mains d'une infime élite capable de concevoir et de posséder ces algorithmes. Ouais. Mais du coup, si l'humain devient inutile économiquement, comment le système va-t-il justifier son existence? Eh bien, c'est là qu'interviendrait une nouvelle religion, ou plutôt un nouveau dogme idéologique, ce que l'auteur appelle le dataïsme. La religion des données? Exactement. Selon cette vision, l'univers entier est perçu comme un gigantesque flux de données. La valeur d'une entité ne se mesure plus à sa conscience ou à sa capacité à souffrir, mais uniquement à sa capacité à traiter de l'information. C'est un peu triste, dit comme ça. C'est froid. L'humain n'est plus le centre du monde. Il n'est qu'une puce obsolète, une simple étape évolutive destinée à créer un système cosmique, genre l'Internet de tous les objets. C'est un renversement total du paradigme humaniste. Ouais. Sous l'humanisme, on va admirer un paysage pour ressentir une émotion intime, pour enrichir notre propre univers intérieur. Mais dans la logique du dataïsme, Le flux d'informations est suprême. voilà, l'expérience n'a de sens que si elle est convertie en données. On vit une expérience dans le seul but de l'enregistrer, de la mesurer et de la partager pour nourrir le grand algorithme. Attends, ça me fait penser à un truc. Si l'expérience non partagée n'a plus de valeur dans ce nouveau monde, ça veut dire que notre obsession pour les likes sur les réseaux sociaux, le besoin compulsif de photographier son repas ou ses vacances pour les publier immédiatement, Ce n'est pas juste du narcissisme, c'est littéralement la première pratique religieuse du dataïsme. c'est exactement l'idée. C'est le culte du flux de données. Et dans cette religion, le péché suprême, la mort absolue, c'est de débrancher le flux, de bloquer la circulation de l'information. C'est fou ça. Mais tu sais quoi, il y a quand même un aspect qui me dérange profondément dans cette conclusion aux allures de science-fiction dystopique. Ah, je t'écoute. C'est le déterminisme technologique implacable de la démonstration. L'auteur nous dépeint une humanité qui glisserait, genre passivement, vers sa propre obsolescence, acceptant joyeusement de se dissoudre dans cet Internet de tous les objets. Mais c'est ignorer notre résilience. Tu penses qu'on va se rebeller? Mais bien sûr, l'histoire prouve le contraire. Quand une technologie ou une idée menace fondamentalement notre humanité, on finit toujours par mettre des barrières. Enfin, je pense à l'eugénisme au début du XXe siècle. Ouais, c'est un très bon exemple historique. Pour beaucoup de scientifiques de l'époque, c'était la suite logique de la biologie évolutive. Pourtant, après des tragédies incommensurables, le monde a su dire stop. On a légiféré, on l'a catégoriquement rejeté. Alors pourquoi partir du principe qu'on va se soumettre docilement à la dictature des algorithmes aujourd'hui? C'est très pertinent comme parallèle. Ça montre bien que rien n'est gravé dans le marbre. Mais pour défendre la structure du livre, il faut souligner que l'auteur n'écrit pas comme un prophète déterministe qui annoncerait une fin inévitable, tu vois? C'est plus un avertissement. Exactement. L'ouvrage entier est conçu comme une alarme. Il pousse les tendances actuelles à leur paroxysme, précisément pour créer un électrochoc, pour nous pousser à la rébellion face à ces scénarios. C'est une technique rhétorique, en somme. Peindre le mur en noir pour qu'on donne le coup de volant avant de s'y écraser. En grande partie, ouais. Mais il démontre aussi pourquoi le coup de volant sera incroyablement plus difficile à donner aujourd'hui que par le passé. Ah bon? Pourquoi? La différence majeure avec l'eugénisme, c'est que notre modèle économique global actuel, le capitalisme, repose sur un impératif absolu, c'est-à-dire la croissance perpétuelle. D'accord. Et cette croissance exige de résoudre en permanence de nouveaux freins techniques. Elle exige d'optimiser les rendements, de vaincre la maladie, de repousser la vieillesse. Or, les algorithmes de l'IA et les biotechnologies sont les seuls moteurs capables d'assurer cette optimisation à très grande échelle. Donc, ralentir ou refuser cette technologie, ce n'est pas juste interdire une pratique médicale déviante comme l'eugénisme. C'est demander au système économique mondial de s'arrêter net. C'est tout à fait ça, c'est le nœud du problème. Refuser cette évolution, cela signifierait accepter de renoncer à des remèdes contre le cancer basés sur l'IA ou à une agriculture optimisée qui nourrit des milliards de personnes. C'est un dilemme impossible. Et c'est pour cela que la soumission dont nous parlons n'a rien d'une dystopie violente à la Terminator. C'est une soumission douce, pavée de bonnes intentions et de confort. Quand on regarde nos comportements, elle est déjà largement enclenchée, quoi. C'est vrai. Quiconque utilise un smartphone cède volontairement de l'autorité à des algorithmes pour traduire un texte, trouver une route ou gérer son agenda. Tout ça pour s'éparer de la fatigue mentale ou gagner du temps.
C'est le paradoxe du confort, en fait. Bon, si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ce cheminement complexe, Vas-y, je te laisse faire. on est parti de l'idée que l'humanité a réussi l'exploit de transformer ses pires cauchemars naturels, la famine, les épidémies, la guerre, en problèmes techniques gérables. Même si on s'ingérie parfois à l'air créé politiquement, ouais. Chose. Mais dans sa quête effrénée d'immortalité et de bonheur par la science, elle a ouvert la boîte de Pandore biologique. En réalisant qu'elle n'était peut-être qu'un ensemble d'algorithmes piratables. Exactement. Et le risque final, c'est de se faire remplacer par des algorithmes inorganiques bien plus performants, reléguant l'humain au rang d'outil obsolète dans cette fameuse religion des données, le dataïsme. C'est un bon résumé. Et face à ce récit terrifiant, on a vu qu'il restait quand même des zones d'ombre, comme l'impuissance de la science à expliquer la conscience, ou notre capacité de résistance politique. C'est une excellente mise en perspective. Le message central à retenir pour quiconque nous écoute, c'est que ces concepts ne planent pas au-dessus de nos têtes pour un lointain 22e siècle. Ils s'incarnent déjà dans nos poches. Ouais, clairement. Il suffit d'observer l'application de santé qui surveille notre sommeil, ou l'algorithme d'une plateforme de streaming qui sait pertinemment quelle vidéo va retenir notre attention selon notre état de fatigue. Chaque fois qu'on clique sur « J'accepte » sans lire les conditions générales, c'est une micro-session d'autorité. C'est un véritable pacte faustien silencieux, quoi. C'est le mot juste. On troque consciemment une fraction de notre libre arbitre contre une efficacité redoutable. Et d'ailleurs, cette réflexion sur l'obsession des données nous amène à une pensée finale. Une idée qui prolonge tout ce qu'on vient de décortiquer et qui, je trouve, mérite vraiment qu'on s'y arrête. Ah, de quoi tu parles ? Si cette nouvelle religion du dataïsme sacralise l'enregistrement absolu, la conservation infinie du moindre battement de cœur, de la moindre localisation et du moindre clic, que devient le droit fondamental à l'oubli ? Ah, c'est une question vertigineuse. Parce que ça touche au cœur même de la mécanique de l'identité humaine. Parce que, fondamentalement, la construction d'un être humain a toujours reposé sur l'oubli. Le pardon social, la capacité à surmonter un traumatisme, l'évolution de nos idées, tout cela nécessite de laisser le passé s'effacer un peu, tu vois. Ouais, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais si le grand algorithme se souvient éternellement de chaque erreur de jeunesse, de chaque hésitation, de chaque faille émotionnelle, si notre passé biochimique et numérique est figé à jamais dans une base de données omnisciente, est-ce qu'on ne perd pas la capacité la plus profondément humaine qui soit ? Celle de se réinventer. Celle de se réinventer, de grandir et tout simplement d'avoir le droit de changer d'avis. C'est peut-être sur ce terrain de l'oubli que se jouera la première véritable ligne de défense face aux algorithmes. C'est une réflexion très puissante, on laisse ça à la réflexion de ceux qui nous écoutent. Ce que je trouve fascinant dans cette conversation, puis avec Homo Deus, c'est pas tant les réponses, mais que les inconforts que ça vient de créer. Parce qu'au fond, ce livre et aussi cette conversation nous force à regarder quelque chose en face. On est en train de construire des systèmes qui nous comprennent mieux que nous-mêmes, qui décident plus vite que nous, et parfois peut-être mieux que nous. Et pourtant, on continue à croire que nous sommes aux commandes. Peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose n'est pas jusqu'où la technologie va aller, mais plutôt qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour le confort qu'elle nous offre, et surtout, qu'est-ce qu'on refuse absolument de perdre ? Parce qu'à la fin, il reste cette idée, presque fragile, dans un monde qui enregistre tout, qui mesure tout, qui optimise tout, la capacité à oublier, à changer, à se réinventer, pourrait bien devenir notre dernier espace de liberté. Je vous laisse avec ça. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.